Je ne vais même pas aller à la fin parce que ça fait chier. Les tutelles techniques et financières, en liaison avec le conseil d'administration, concourent au suivi de la performance de la SNI. Alinéa 2. La SNI adresse aux tutelles techniques et financières tous les documents et informations relatifs à sa vie, notamment les états financiers, le rapport du commissaire aux comptes et les rapports d'activité. Alinéa 3. Le ministre chargé de la tutelle technique adresse au président de la République sur la situation de la SNI au plus tard 1 mois après l'approbation des comptes. Article 8. Les ressources de la SNI sont constituées notamment par le capital de la SNI, les fonds créés ou gérés par la SNI, le produit de ses opérations d'investissement, les emprunts contractés auprès des institutions ou organismes financiers, le produit des opérations sur les marchés financiers et monétaires ou de toute autre émission propre, les dotations, les subventions, les dons et legs, le produit de cession et de rétrocession de ces titres de participation, les revenus des participations, les intérêts des prêts, les commissions sur garantie, caution et courtage, les rémunérations de ces interventions et services, le produit de ces dépôts et placements, toute autre ressource qui pourrait lui être affectée par les lois et règlements en vigueur. Article 9. Bon, ça fait mal quand même. Ça fait mal, franchement. Vous avez entendu l'ensemble des ressources dont on dit que la SNI bénéficiera, elle bénéficiera d'un capital social. D'abord, je ne sais pas où il prononce ce capital social, parce que j'ai entendu quelqu'un me dire que le capital social sera de 27 milliards. J'étais un peu froissé pour expliquer à la personne que entre le capital social libéré et le capital social, il y a une vraie différence. Le capital social souscrit, c'est une chose, mais encore faut-il le libérer. L'effectivité du capital social, c'est qu'on l'a libéré. Il existe des études faites par des économistes camerounais qui démontrent que l'État camerounais n'a jamais libéré 10% ou plus de 20% ou même 20% du capital social des entreprises qu'ils créent. Généralement, vous créez une entreprise, on dit capital social 10 milliards. C'est le capital qu'ils ont souscrit sur le papier. Mais libérer, ça veut dire déposer dans un compte en banque, ça n'atteint jamais 20% de la somme. Donc, quand on déclare un capital social de 27 milliards, je veux qu'on nous montre le montant qui sera effectivement déposé dans un compte bancaire. Première chose. Deuxième chose, quand on regarde bien, je suis financier, je connais le métier de la finance. Je dis le métier, je ne parle pas de la théorie. Et même la théorie. Deuxième chose, quand vous avez des gens qui viennent vous dire ce qu'ils vous ont dit là, vous comprenez que l'unique intérêt de cette affaire, c'est de pouvoir utiliser la SNI pour emprunter de l'argent. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il faut le dire, le gouvernement camerounais a un peu le dos au mur. Le gouvernement camerounais le dos au mur dans le sens où les bailleurs de fonds, depuis la sortie du Covid, en l'occurrence c'est les Asiatiques, les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, hein, bilatéraux et multilatéraux, comme on dit, ça veut dire qu'un bailleur de fonds bilatéral, c'est un organisme financier bilatéral, donc qui emprunte entre deux États. Multilatéral, ça veut dire entre plusieurs États. Ce qui se passe, c'est que les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, donc la Banque mondiale, la BAD, etc., ont décidé, après la sortie du Covid, face aux États qui ne veulent pas payer, payer leurs arriérés, de dire qu'ils ont édicté une nouvelle règle qui dit que si tu ne payes pas les arriérés que tu possèdes vis-à-vis de ces institutions internationales, alors tu ne peux plus emprunter de l'argent ou tu ne peux plus recevoir de nouveaux prêts auprès de ces institutions. Si tu ne payes pas tes arriérés, la conséquence de ça, c'est que les entreprises aujourd'hui font face à des difficultés énormes. Parce qu'il faut payer ces arriérés-là. Les États font face à des difficultés énormes. Dans le cas du Cameroun, on a défait, ce qu'on dit en anglais défait, ça veut dire on a rééchelonné pendant plusieurs années. Ça veut dire que quand la crise du Covid a commencé aux alentours de 2020, on a rééchelonné d'abord de 2 ans le paiement des arriérés. Le gouvernement camerounais n'a pas pu faire face. On a rééchelonné encore de 2 ans et le gouvernement camerounais ne parvient toujours pas à payer. Face à cette situation, le conseil d'administration de plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux refuse de prêter l'argent au Cameroun. À partir du moment où ils ne peuvent pas prêter l'argent au Cameroun,
on voit bien que le gouvernement camerounais est bloqué. Alors, qu'est-ce que le gouvernement camerounais veut faire? Ça, c'est, je le dis pour nos parents bamileke, parce que c'est eux qui vont encore se faire plumer dans cette affaire. Le gouvernement camerounais va donc créer, activer ce qu'on appelle la SNI, qui va lui permettre de prêter de l'argent. C'est pour ça qu'il vous a dit que la SNI est un fonds d'investissement public, parce qu'il pouvait faire une société d'économie mixte. Il pouvait faire une entreprise où des assureurs camerounais qui possèdent l'argent des actionnaires et les assureurs camerounais pourraient investir par exemple 5% de montant de l'argent qu'ils détiennent. Si tous les assureurs camerounais injectent 5% du montant de l'argent qu'ils détiennent, ça pourrait faire 100, 200 milliards, par exemple. Le gouvernement camerounais n'a pas fait. Il aurait pu faire venir des equity fonds de l'étranger, des fonds ouverts étrangers, des grands fonds comme la DEG allemande, la Proparco française, pour entrer dans ce fonds-là, sachant qu'ils vont apporter l'argent. Il ne l'a pas fait. Le fait de détenir le fonds à 100% et de le mettre directement sous la tutelle du ministère des Finances et la présidence de la République, ça n'a qu'un objectif. C'est d'emprunter de l'argent. C'est-à-dire que ce que les bailleurs de fonds ne veulent plus donner à l'État du Cameroun, parce que pour la même route, on a déjà pris l'argent 1, 2, 3 fois et on a des arrêts. C'est d'emprunter l'argent, soi-disant, pour produire et d'utiliser cet argent à d'autres fins, par exemple payer les fonctionnaires, etc. Et à la fin de dire, bon, on va reverser la dette au compte de l'État du Cameroun, puisque c'était un fonds à 100% détenu par l'État du Cameroun va payer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis ça parce que quand ils vont lancer le premier emprunt obligataire en bourse aux 100 milliards, c'est nos frères de l'Ouest qui vont courir pour aller là, mettre l'argent et rentrer au quartier en brandissant, dire je ne suis pas n'importe qui, hein, ouvrir le champagne. On a une élite bamileke, toc toc. Ça n'a plus rien à voir avec les pères Kadji, les Nkwam Samuel. C'est toc toc. Et quand ils vont mettre les sous comme ça, je vous garantis que c'est un argent qui est parti comme l'Iman, comme eux. On va vous dire, bon, le jour où ça foire, on dit, bon, écoutez, l'État verra. Vous savez ce que ça veut dire au Cameroun, l'État verra? Ben, l'État va attendre jusqu'à ce que vous mourrez tous. C'est tout. On garde le silence. On attend que vous mourrez tous. Le jour où vous mourrez tous, on dissout cette société-là et on crée une nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, quand on regarde avec l'œil d'un technicien, il n'y a rien de solide là-dedans. Si l'État du Cameroun a besoin de la liquidité pour investir, je dis bien que c'est simple. Il faisait ce fonds-là, il donnait 15% à l'USAID, il donnait 15% à la Proparco, il donnait 15% à la DEG allemand, et il y a un fonds chinois là, par exemple, et indien, il a donné même, disons même 8%. Il était au présent au capital social avec 40%. Il donnait 5% aux assureurs camerounais. L'État camerounais gardait 45%. À ce moment, au conseil d'administration, vous aurez une variété de personnes. Et le conseil d'administration dirait, nous allons embaucher les ingénieurs dans les domaines de pointe. Parce que si vous voulez, là où le fonds d'investissement que Paul Biya vient de créer là est déjà mort, je dis bien, avant d'être né, c'est que les fonds d'investissement aujourd'hui investissent dans des secteurs innovants où il y a de l'innovation. Peu importe le secteur, mais il faut qu'il y ait de l'innovation. Il faut qu'il y ait de l'innovation. Il faut que vous ayez un avantage comparatif. Ça veut dire que si la SNI va prendre de l'argent pour investir dans une mine de fer, je vous garantis que ça ne donnera rien du tout. Parce que dans la chaîne de valeur qui est de 1000, la mine de fer, si tu exploites la mine de fer, tu n'as même pas 50. Tu n'as même pas 50. C'est-à-dire si tout le business produit 1000, tu n'as même pas 50 en main. Si tu as trop, tu as 30. Donc, ça ne donnera rien. Il n'y aura pas de rentabilité. Les fonds d'investissement, et nous, dans la banque d'investissement, nous travaillons pour les fonds d'investissement. Parce que les fonds d'investissement, quand ils arrivent, c'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens, hein, j'expliquais encore aux gens, ce que c'est qu'un fonds, un fonds, parce que les gens me disaient, non, la SNI que l'État du Cameroun a créé, c'est un fonds souverain. Ce n'est pas un fonds souverain. Un fonds souverain, c'est dans un État, par exemple, l'Arabie Saoudite, un fonds souverain qui s'appelle, je crois, j'ai oublié le nom là, parce que je suis un peu speed là. Ils ont un fonds souverain. Par exemple, le fonds souverain ou le Qatar, ils ont plusieurs fonds d'ailleurs, plusieurs fonds souverains. L'Arabie Saoudite va par exemple dire, bon, moi, j'ai Aramco qui fait le pétrole. Aramco, c'est 2000 milliards d'actifs. Les actifs de Aramco, c'est par exemple 500 milliards de francs. Et avec les 500 milliards de francs,
que ça génère par an, nous incorporons 200 milliards fait fonctionner notre pays. Nous avons 300 milliards d'excédents. Les 300 milliards d'excédents, Aramco va se par exemple, le fonds souverain saoudien va se rapprocher d'une banque d'affaires américaine, ça peut être la Goldman Sachs, ça peut être Merrill Lynch, et dire à Merrill Lynch, bon, je recherche des investissements sur votre territoire, des créateurs qui sont bons, bien encadrés, etc., dont la gouvernance est bonne. Et avec ce fonds d'investissement, nous allons mettre de l'argent nous voulons investir dans ces entreprises, sachant que nos actions vont prendre la valeur. Par exemple, les banques d'affaires qui ont beaucoup d'informations, qui ont beaucoup de canaux, qui ont beaucoup d'informations, c'est surtout l'information, la banque d'affaires. On a affaire à des informations qu'on ne peut pas imaginer. Mais le métier nous interdit d'en parler sur la place publique, sinon ça devient une faute professionnelle. Donc, quand on a affaire à beaucoup d'informations, on sait par exemple que voilà, il y a Nvidia qui sort, ils sont déjà venus nous voir, ça va sortir, voilà ce que ça va donner, etc. Ça va faire sur 10 ans, ça va faire 400 fois sa valeur initiale quand ça va entrer sur les marchés. Donc, les fonds saoudiens arrivent donc et investissent là-dedans. Ils investissent en equity, ils investissent en dette, ça veut dire qu'ils achètent, ils prennent des participations. Donc, l'entreprise émet des participations, ils achètent des participations. L'entreprise dit aussi, j'ai besoin de prêts d'argent. Par exemple, sur des longs termes, ils émettent de l'argent. Donc, on leur dit, voilà, il y a ça. La personne a besoin de 1 milliard. Et les Saoudiens vont dire, OK, nous, dans l'affaire, nous mettons 300 milliards. Les Qataris vont dire, nous mettons 100 milliards. Etc. Les Norvégiens vont dire, nous mettons 100 milliards, etc. etc. Et la personne va avoir 600 milliards. Et il va aller vers les marchés, dont d'autres petits épargnants, les grandes compagnies d'assurance, tout ça, pour lever le complément d'argent. Voilà ce qu'on appelle un financement structuré. Et quand il a fini de faire ça, donc, quand l'argent, l'entreprise grandit, les fonds détiennent chacun détient une quantité de l'investissement. Et quand l'entreprise fait des profits, l'entreprise rachète ses actions. L'entreprise rachète ses obligations. Dans le cas des obligations, dans le cas des actions, on parle de treasury stock. Ça veut dire qu'elle rachète ses actions avec sa trésorerie. Et dans les cas des obligations, on parle de retire bond. Ça veut dire qu'elle rachète, elle rembourse les prêts. Elle se désendette et elle se libère également. Mais elle verrouille son capital en créant divers niveaux d'actions. Ça veut dire stock A, stock B, stock C, etc., stock D, etc., etc. Les droits de vote sont donnés à ceux qui ont le stock A et les autres détenteurs n'ont pas de droit de vote. Voilà comment c'est structuré. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est ça un fonds souverain. C'est comme ça que ça marche un fonds souverain. Je pourrais expliquer ça pendant des heures, des heures, des heures, des heures, parce que ce que je vous ai dit là, c'est juste ce qu'on peut dire description. Mais c'est encore plus compliqué que ça. C'est très lourd. Hein. J'ai toute une étagère à côté de moi là où j'ai un conteneur d'ouvrage. Vraiment, si je dois déménager ici, il faut que je mette ça dans un conteneur pour que ça déménage. Donc, il y a ça. Et sans compter les articles qu'on a dans les clouds, qu'on lit, c'est tout un truc. Bon. Maintenant, ce que le gouvernement camerounais a fait là, c'est un fonds d'investissement. Ce n'est pas un fonds souverain. Voilà. Il y a des économistes du RDPC qui pulvérisent TikTok avec l'affaire de SNI. Ils disent quoi là? Moi, je suis pas trop TikTok. Je suis Facebook et YouTube, ça me va assez. TikTok, on verra. Ce que vous devez comprendre avec ce que l'État du Cameroun a créé, ce n'est pas un fonds souverain. Ce n'est pas un fonds de pension. C'est un fonds d'investissement public. Et je vous dis que le fonds d'investissement public, là, aucun investisseur au monde ne mettrait son argent là-dedans, ni même prêter à ce fonds d'investissement public. Je dis aucun investisseur au monde. Rien que quand il va voir l'affaire de tutelle financière et tutelle technique, il ne peut pas mettre son argent là-dedans. Parce que d'où vient-il qu'une administration qui est là pour lever les impôts devient subitement l'administration qui confectionne les projets, qui finance, qui reçoit les rapports et qui les transmet à la présidence? Ça ne marchera jamais. Ça n'a jamais marché. On a vu ça avec la banque des PME au Cameroun. Ça n'a pas marché. On a vu ça avec le crédit agricole au Cameroun. Ça n'a pas marché. On a vu ça avec la Camer. Ça n'a pas marché 1, 2, 3 fois. On a vu ça avec plusieurs entreprises. Ça n'a jamais. On a vu ça avec la Sonel.
Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Simplement parce que ce n'est pas comme ça que ça se fait. L'État du Cameroun, s'il avait envie de recréer une SNI dans le monde où nous vivons, il aurait dû dire, OK, je me mets, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des equity funds, l'USAID, la DEG allemande, la Propaco française, etc. Tout ce que vous voulez. Chaque pays a son fonds, les Turcs eximent, etc., etc., etc. Et ils mettaient l'argent sur la table. Au conseil d'administration, ils mettaient ces gens-là. Et il leur disait, vous avez, les Turcs, vous avez votre fort. Par exemple, nous voulons faire une usine de carreaux au Cameroun. Les Turcs sont forts pour dessiner les machines, pour fabriquer les carreaux, par exemple. On dit, bon, nous allons faire une usine de carreaux. Nous allons travailler avec les Turcs autour de tout le table. Vous êtes dans le fond, vous allez nous apporter telle expertise. Et nous allons produire, par exemple, les carreaux. Les Américains importent les carreaux de Chine. Les Américains sont sur la table, vous allez travailler au niveau du marché. Par exemple, voilà comment on structure